L'aube se lève sur la Floride. J'ai du mal à croire que c'est le grand jour. Aujourd'hui, je m'envole pour la Lune. Petit à petit, le soleil illumine le pas de tir 39A, faisant briller la Saturne V. Neil, Buzz et Michael, eux, ont été réveillés avant l'aube, et ils se préparent déjà pour leur grand voyage. Ils prennent leur dernier petit déjeuner terrien, puis enfilent leur combinaison et effectuent les dernières vérifications. Et à 6 heures tapantes, le van de transport des astronautes se gare devant le gigantesque lanceur, et les 3 astronautes entament l'ascension de la tour d'accès à Columbia, le module de commande. Petit à petit, ils s'élèvent, la Saturne V se dévoilant peu à peu à eux. Puis, une fois tout en haut, ils arrivent dans la dernière salle blanche. Et enfin, ils embarquent à bord de leur nouvelle maison pour une semaine. Après les dernières poignées de main avec les ingénieurs, l'écoutille est fermée à 7h30, les séparant du reste du monde. Au centre de contrôle à Houston, les équipes sont déjà très affairées. Tout doit être prêt pour le lancement, qui aura désormais lieu dans moins d'1 heure déjà. Les tribunes sont pleines à craquer. Les journalistes finissent de braquer leurs caméras sur le pas de tir. Et sur les places environnantes, plus d'1 million de personnes sont réunies, parfois garées en plein milieu des autoroutes. Tout le monde veut assister à cet événement historique. Une retransmission télé est également organisée en direct. Près de 25 millions de personnes suivent l'avancée du compte à rebours. Et il y a même 3 journalistes soviétiques, invités exceptionnellement pour l'occasion. À 8h27, le bras d'accès de la capsule est définitivement rétracté. Il ne reste que 5 petites minutes avant le décollage. Je commence un peu à stresser, je dois l'avouer. La fusée va-t-elle exploser ? Vais-je avoir un problème qui va obliger l'abandon de la mission ? Mais à 2 minutes du lancement, je n'ai plus le temps de me poser ce genre de questions. Je dois y aller. Un point, c'est tout. Et tandis que le compte à rebours affichait 30 secondes avant le départ, je commence seulement à réaliser que ça y est. C'est maintenant le grand moment. Je vais sur la Lune, remplir une des plus grandes missions de l'humanité. Mais avant d'allunir, il faut déjà que je me prépare au déchaînement de puissance des moteurs de la Saturn V qui va m'emmener là-haut. T-20 secondes. La fusée vrombit, craque et fume. Désormais, je ne pense plus qu'à une seule chose. Aller sur la Lune. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. On est déjà à 1 minute du lancement, et pourtant, on est déjà à 4 km de haut. Et on sent vraiment une grosse accélération. Je suis plaqué au fond de ma coiffe, et on approche des 4G. Mais ça vaut le coup. La vue est vraiment sublime. Là, on passe la zone de Max Q. C'est un moment critique du lancement. C'est ici que l'atmosphère exerce le plus de contraintes sur le lanceur. Mais comme prévu, tout se passe normalement. On est désormais à 30 km de haut. Je suis de plus en plus tassé sur le lanceur. Idem pour les astronautes, le nombre de jets encaissés augmentant avec la vitesse, ça devient presque insupportable. Quand tout à coup, plus rien. Pendant un instant, on se croirait flotter. C'est en fait l'extinction du premier étage qui donne cet étrange effet. Quelques instants plus tard, la voix de Houston retentit. Apollo 11, you are go for SEP. S'ensuit l'explosion des boulons qui retenaient prisonnier le 2e étage, la séparation, puis l'allumage des 4 moteurs J2 du 2e étage. On teste par la suite les communications, de peur qu'elles n'aient sauté sous la violence de la séparation. Houston demande donc à Apollo 11 s'ils les entendent, ce à quoi Neil répond par un « We hear you loud and clear, Houston ». Ça ne fait que 2 minutes depuis le lancement. Pourtant, on aperçoit déjà que le ciel passe du bleu au noir profond. 1 minute plus tard,
C'est au tour de la tour de sauvetage d'être éjectée, puis au 3e étage d'être à son tour séparé du second, puis allumé. Étrangement, l'accélération ressentie est très faible par rapport au décollage, et c'est normal. Les moteurs J2 sont bien plus doux que ceux du premier étage. Peu de temps après, on franchit le cap des 100 km. On est officiellement dans l'espace. Quelques minutes plus tard, le moteur du 3e étage s'arrête aussi. Nous sommes enfin en orbite. Le médecin de vol vient de faire le bilan de santé des 3 astronautes, et pour l'instant, rien à signaler. On peut continuer la mission. Sous nous, la Terre défile à une vitesse folle, tandis qu'il règne un silence pesant autour du vaisseau. D'ici 1h30, la poussée du S4B devrait nous permettre de la voir s'éloigner au fur et à mesure des heures qui passent. Plus nous nous rapprocherons de notre destination, la Lune. Quelque temps plus tard, nous franchissons pour la première fois le Terminator, au-dessus de Madagascar. Il s'agit de la zone de transition entre le jour et la nuit. Il ne reste désormais plus que 40 minutes avant l'injection translunaire. Au fur et à mesure de notre avancée, plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de nous, les lumières des villes s'allument, remplies de gens plongés dans leur quotidien, inconscients de l'exploit que nous nous apprêtons à réaliser, inconscients que nous sommes là, à les observer. On pourrait se croire tout puissant à pouvoir admirer la planète depuis cette hauteur. Mais en fait, c'est tout l'inverse. On se sent petit, perdu face à cette immensité qui s'étend devant nous. Plus que 10 minutes avant la manœuvre, on commence à vérifier que tout fonctionne normalement. On vérifie le moteur ou encore la température des RCS. La communication entre Houston et nous est en constante activité. Témoin 1 minute, tout est bon. Houston nous donne l'autorisation d'effectuer la poussée, qui devrait durer 3 minutes pour nous emmener jusqu'à la Lune. Ça y est, je sens que les moteurs se sont allumés, et dans le micro on entend dire « And we have ignition and thrust is go. » 3 minutes plus tard, Neil clôturera cette manœuvre en disant « Hey Houston, Apollo 11, this Saturn gave us a magnificent ride. » Désormais, le S4B, quasiment vide, nous est inutile. On va donc s'en séparer d'ici une trentaine de minutes, et ce sera également le moment où l'équipage va venir se docker à moi avec le module de commande. En attendant, on commence déjà à me pressuriser pour que l'ouverture de l'écoutille ne pose pas de problème. À partir de maintenant, on verra la Terre tourner de plus en plus lentement sur elle-même. On aperçoit les côtes d'Amérique du Nord se dessiner, ce qui signifie un contact radio imminent avec Houston, nécessaire pour pouvoir réaliser la manœuvre de docking Golem. On commence aussi à préparer le 3e étage qui devra réaliser sa dernière manœuvre, que les astronautes appellent Slingshot, c'est-à-dire la manœuvre du lance-pierre. Et c'est à peu près ça. Une fois séparés, on allumera ses moteurs à distance pour qu'il aille se placer en orbite héliocentrique. Tout à coup, j'entends dans la radio Houston dire « 11, you're go for LEM ejection. » Puis, je vois la protection qui m'entoure s'ouvrir comme les pétales d'une fleur. Le S4B s'éloigne lentement, et le module de commande donne un coup de RCS vers l'avant, tandis que Buzz parle à la NASA. Houston, we have perfect SEP. There is no problem for now. RCS is nominal. Il s'éloigne de quelques dizaines de mètres, avant de brusquement s'arrêter, se retourner, puis avancer la tête en avant vers moi. Quelques instants plus tard, nous sommes enfin réunis en un seul vaisseau. Au même moment, le S4B, loin derrière nous désormais, entame sa manœuvre qui doit le conduire vers un voyage encore plus long que le nôtre, autour du Soleil. Mais à cause de l'orientation du vaisseau, Neil, Buzz et Michael ne peuvent pas assister au spectacle de l'étage allumant ses moteurs pour 3 petites secondes en s'éloignant de plus en plus vite, jusqu'à ne devenir qu'un petit point blanc, perdu au milieu de centaines d'autres points blancs qui brillent au loin. Pendant ce temps à Houston, on change de Capcom. Désormais, c'est Charlie Duke qui est aux commandes. En cette fin de journée pour les astronautes, on leur annonce que demain il y aura une correction de trajectoire à effectuer et qu'on se situe désormais à plus de 40 000 km de la Terre. Après une réorientation du vaisseau pour optimiser les communications avec Houston, la Terre devient invisible à leurs yeux. Néanmoins, Neil commença à décrire ce qu'il a vu par le hublot avant l'injection translunaire, tout s'étant déroulé si vite
qu'il n'avait pas eu le temps de le faire. Well, we didn't have much time, Houston, to talk to you about our view out the window. So when we were prepared for lunar injection, but up to that time, we had the entire northern part of the lighted hemisphere visible, including North America, North Atlantic, and Europe and Northern Africa. I didn't know what I was looking at, but I sure did like it. Okay, I guess the view must be pretty good from up there. Après quelques dernières vérifications et la mise en Passive Control Mode, ce qui signifie que le vaisseau va tourner lentement sur lui-même pour répartir la chaleur du soleil, il est temps d'ouvrir le LEM, offrant à l'équipage un espace de vie supplémentaire. Après 12h45 de voyage depuis le lancement, les 3 hommes sont exténués. Houston les laisse alors manger, puis se reposer, jusqu'à demain. Cette journée aura sûrement été une des plus marquantes de l'histoire de l'humanité. C'est aujourd'hui que la mission Apollo 11, qui va, pour la première fois, aller poser des hommes sur la Lune, a décollé de Floride. Je commence déjà à m'impatienter. J'ai l'impression que la Lune est toujours aussi loin et inaccessible que sur Terre. Pourtant on se rapproche, c'est sûr. Il faut juste être patient. Ce n'est que le début du voyage.